il est l'heure de démarrer donc une masterclass volontairement choisie sur un thème très concret, très appliqué, comment maîtriser son boosting et ses budgets de marketing d'influence. Ça vous sera présenté par Sarah Ngoma, Professional Services Consultant chez Tracker. Sarah, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis ravie d'ouvrir cette session qui, j'espère, sera des plus intéressantes. On va se parler de budget, on va se parler d'argent, on va se parler de maîtrise de ces budgets et d'efficacité budgétaire quand il s'agit de l'influence marketing. Et évidemment, on a aussi un focus sur le boosting, qui aujourd'hui est une part importante des investissements en influence marketing. Quelques mots pour commencer sur ce sujet qui est passionnant. On comprend rapidement que quand on va se parler de rentabiliser ses budgets, efficacité budgétaire, etc., il faut commencer évidemment par définir le sujet. Qu'est-ce que c'est l'efficacité budgétaire? Que mesure-t-on? Comment le mesure-t-on? Évidemment, ensuite, l'idée, c'est d'avoir les meilleurs investissements qui se présentent à nous et optimiser nos programmes influence. Donc ça sera à peu près l'objet de nos discussions aujourd'hui, avec les deux derniers points qui finalement résument bien l'ambition aussi certainement pour vous, qui est une fois qu'on a défini cette efficacité budgétaire, une fois qu'on a un point de départ, comment est-ce qu'on va optimiser nos programmes et comment est-ce qu'on va mesurer aussi nos progrès. Donc ce sera l'objet aujourd'hui de notre discussion, et ensuite on fera un focus spécifiquement sur le boosting. Un premier constat avec cette statistique, si vous êtes posé une des questions qu'on a évoquées dans notre agenda, vous n'êtes pas les seuls, parce que plus de 30% des marketeurs qui ont été interrogés par une étude ont déclaré ne pas forcément savoir comment calculer leur ROI quand il s'agit de l'influence marketing, versus par exemple les autres canaux qui sont à leur disposition. Alors c'est une statistique qui est finalement pas si étonnante que ça, parce qu'on se rend compte que quand on se parle de ROI en influence marketing, ça peut rester une notion un peu floue pour certains, et donc d'où l'intérêt en fait de pouvoir clarifier les choses. Pour autant, quand on est dans l'industrie de l'influence marketing, le marketing d'influence, on se rend compte qu'on n'est pas dans une industrie qui en reste. On a cette statistique, bon là on se base sur les États-Unis sur 2023, mais on observe en fait la même tendance en France, où on voit les investissements qui ont cru et qui vont continuer de croître pour les périodes prochaines. Donc, quand on a ce contexte, c'est encore une fois très important de pouvoir définir, de pouvoir mesurer, pouvoir piloter ces budgets, parce qu'on se rend compte que derrière, c'est des investissements qui peuvent être considérables pour certaines marques. La raison pour laquelle aussi c'est très important de le faire et très intéressant, c'est qu'il est très probable que certains d'entre vous se retrouvent à un moment donné dans une des situations suivantes où vous avez potentiellement débloquer un nouveau budget marketing qui doit être réalloué, qui doit être investi dans une nouvelle campagne d'influence. Et donc là, on se dit, magnifique, merveilleux, joie. Et pourtant, la question ensuite, c'est un peu le dilemme cornélien, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Avec qui on va l'investir? Sur quelle campagne? Sur quelle plateforme? Et là, tout de suite, on se sent potentiellement un peu moins bien. Donc l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve plutôt dans l'état de Phoebe, là, à gauche, et qu'on soit plutôt rassuré et en confiance pour ce qui est de piloter nos investissements. Une fois qu'on s'est dit ça, première question évidemment, c'est la question de la définition. Qu'est-ce que c'est cette efficacité budgétaire? Comment on la mesure? Une définition assez simple pour commencer. Efficacité budgétaire, c'est capacité de mesurer bien sûr l'efficacité de ses investissements en essayant de maximiser ses résultats. Ça paraît évident, mais ce qui est important de noter, et vous le voyez à l'écran là, c'est que à cette notion, il y a une notion qui est très voisine et qui est évidente, qui est cette notion de coût. De métrique de coût. Et donc là, on vous a mis quelques exemples. On a coût par publication, coût par vue, coût par engagement, coût par clic. Ça peut être un coût par ce que vous voulez finalement. Et on comprend en fait que c'est vraiment dans cet exercice de mesure et de contrôle de ces budgets des éléments qui vont bien entendu devoir entrer en jeu.
Un deuxième élément à considérer, c'est quand on veut mesurer l'efficacité d'un budget ou on veut contrôler ses investissements, on va avoir besoin, et c'est vraiment presque l'étape 0, de données. Alors je dis pas ça simplement parce que je travaille pour Tracker et qu'on est une entreprise qui travaille sur la donnée, mais vous allez avoir besoin de données tout simplement pour comprendre d'où vous partez, vos performances historiques. Va falloir évaluer d'une certaine façon les performances historiques à l'aune de ces éléments-là. Donc on va prendre en compte évidemment l'objectif qui avait été fixé potentiellement, on va prendre en compte les dépenses totales qui ont été investies, le coût par influenceur, on va prendre en compte aussi la performance du contenu et évidemment les investissements supplémentaires comme le boosting dont on va parler un peu plus tard. Donc vraiment, c'est l'étape élémentaire, l'étape 0, c'est on a besoin de données pour comprendre d'où on part. Ces données nous permettent ensuite de répondre à ces questions. Par exemple, quel influenceur est le plus performant? Quelles sont les campagnes les plus rentables pour moi? Dans quelle plateforme, dans quels réseaux sociaux je dois investir? Et tous ces éléments, en fait, c'est difficile d'y répondre si on n'a pas de données, si on n'a pas de point de départ. Une fois qu'on s'est dit ça, la première question qui paraît aussi évidente, c'est se dire, dans ces cas, est-ce que maintenant, aujourd'hui, je travaille avec les bons influenceurs? Est-ce que j'ai une idée précise, finalement, de la force de mon programme influenceur? Et c'est là, à mon sens, où c'est vraiment le cœur de la session, et je vous invite à prêter attention aux 2 prochaines slides. On va faire ensemble un exercice de cartographie budgétaire. Cet exercice de cartographie budgétaire se fera en plusieurs étapes, avec une première étape qui paraît évidente, qui nous invite finalement à fixer un objectif de performance. Donc, ce qui est représenté là par votre flèche, c'est un objectif qui peut être, là dans l'exemple, c'est un CPE par exemple, un coût par engagement, mais comme on l'a dit, ça peut être un CPV, ça peut être un coût par clic, ça peut être ce que vous voulez finalement selon l'objectif de votre campagne. Et donc cette flèche, l'inclination de cette flèche va vous donner un peu, si vous voulez, l'horizon, ou en tout cas l'ambition que vous voulez donner à votre programme d'influence. 2 remarques sur cette slide. Quand on se fixe cet objectif, évidemment, il y a des éléments qui vont impacter la façon de considérer et de fixer cet objectif. On va par exemple se demander est-ce qu'on est dans le cas où on est une marque globale qui est très dispersée dans le monde et du coup qui ne fait pas forcément de l'influence de la même façon aux États-Unis versus en France. Et donc évidemment notre objectif sera potentiellement différent. On peut aussi également avoir à prendre en compte la maturité d'une marque. On ne pense pas forcément de la même façon en termes d'objectifs quand on est une marque qui est plutôt établie, avec un fort pouvoir réputationnel, qui est plutôt une marque mainstream, entre guillemets, versus une marque qui est plutôt émergente, qui est niche et qui potentiellement ne va pas avoir les mêmes ambitions en termes d'objectifs. Donc tous ces éléments, si vous voulez, vont participer à définir cet objectif de performance. Le deuxième élément qu'on voit aussi à cette slide, c'est quand on définit cet objectif, on crée, si vous voulez, une zone verte, une zone qu'on considère comme la zone favorable, la zone dans laquelle on peut retrouver des influenceurs qui valent le coup, parce que c'est des influenceurs qui ont un CPV, un CPE, un CPC, etc., qui est en dessous de notre objectif. Évidemment, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut pas activer forcément des influenceurs qui nous coûtent plus cher que ce qu'on avait prévu. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on définit cet objectif, on finalement cadre aussi l'univers de nos possibles. De façon très simple, plus notre flèche elle va être basse et plus le pool d'influenceurs qui sera disponible à activer, plus le pool d'influenceurs qui sera intéressant d'aller chercher en termes de coûts sera restreint. Et donc c'est vraiment là où on se rend compte que cette première étape est capitale, parce qu'on a au cœur de cette question finalement les enjeux à la fois marketing mais aussi les enjeux financiers. C'est là où normalement en interne il faut être plutôt aligné sur ces éléments. Donc voilà pour la première étape, se fixer un objectif. Là dans l'exemple c'est un CPE, ça peut être autre chose. Seconde étape, cartographier ses influenceurs.
Et c'est là vraiment où on rentre dans le vif du sujet, on est vraiment très concret. C'est qu'en fait, on va associer à chacun de nos influenceurs, évidemment, un coût total. On va leur associer le nombre de vues ou le nombre d'engagements qu'ils ont générés. Là, dans l'exemple, on a pris le CPV et les vues. Et on va aussi, évidemment, leur attribuer le CPV qui a été calculé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une fois qu'on s'est fixé cet objectif, cette flèche, on est capable, en fait, de définir différentes zones. Les différentes zones couleurs que vous voyez, et vous comprenez assez aisément que les influenceurs qui vont être dans la zone verte, c'est exactement le type d'influenceurs avec lesquels on veut travailler, parce que c'est des personnes qui vont nous générer énormément de vues à faible coût. Les influenceurs qui sont dans la zone bleue restent des bons investissements, évidemment. Et là, certainement, vous vous demandez, qu'en est-il des influenceurs qui sont dans cette zone orange, qui est la zone un peu tactique. Et là, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Les utiliser, les activer, va dépendre de plusieurs facteurs. On a parlé pour l'instant, et je pense que c'est aussi un peu un défaut du métier, on a parlé beaucoup de chiffres, de métriques, etc. Mais finalement, dans la pratique, dans votre quotidien, quand on se parle d'influence marketing, on travaille avec des personnes, tout simplement. Ces profils, ces influenceurs, c'est des relations, c'est des humains, etc. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est cette dimension humaine, et parfois, il va faire sens de activer des personnes qui ne sont pas forcément sur notre benchmark, sur notre objectif, parce qu'on a construit une relation qui est fructueuse jusque-là. Ça peut être aussi parce que c'est des influenceurs qui ont tendance à produire des contenus supplémentaires quand ils sont, par exemple, contractualisés. Par exemple, si on contractualise pour 2 posts, 3 stories, si un influenceur, période après période, systématiquement nous crée 4 posts et 6 stories, on comprend bien qu'on a intérêt à continuer à investir cette relation. Donc ça, c'est un des cas. Ça peut être aussi autrement un influenceur qui va nous permettre d'aller chercher une audience qui est très qualifiée, une audience qui va être niche, par exemple. Et en fait, on se rend compte que potentiellement, si on n'avait pas activé cet influenceur, on n'aurait pas eu accès à cette audience qui était très particulière et très niche. Et donc, c'est ce type de cas de figure qui peut justifier parfois que tactiquement, on active des influenceurs qui sont au-dessus de notre benchmark, au-dessus de notre objectif. Une fois qu'on s'est dit ça, en troisième étape, ce qu'il faut considérer, en fait, c'est que cet exercice nous permet évidemment de définir un CPV, de cartographier, d'avoir une idée, en fait, de notre programme influenceur à l'heure et de voir comment on peut l'optimiser. Mais ce CPV, si vous voulez, cet objectif nous permet aussi, en fait, très concrètement, dans nos négociations futures avec ces influenceurs, d'avoir une base qui est basée sur la donnée, tout simplement. Et donc, ça permet finalement aux équipes opérationnelles d'être beaucoup plus en confiance quand elles doivent aller dans des négociations avec des influenceurs qui sont peut-être pas, en fait, au niveau en termes de performance. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir derrière, c'est que cette troisième étape, c'est se dire que chaque programme influence a une marge de progression. Donc cette marge de progression, on arrive à la déterminer en faisant cet exercice de cartographie budgétaire. Ça nous permet finalement de ne pas laisser de l'argent sur la table, ce qui est important quand même. Et ça nous permet aussi de nous ouvrir des options qu'on va mettre sur la table. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget qui potentiellement aurait été économisé ou un budget qui aurait été débloqué ? Premier élément, évidemment, c'est de le réinvestir vers des influenceurs, des profils qui ont été porteurs de performance par le passé. Ça permet aussi de construire la relation à long terme. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, évidemment, si on a un contenu qui performe, autant l'amplifier. Et c'est à ce moment-là aussi que le boosting entre en jeu pour créer cet effet un peu boule de neige massive et continuer à générer de la viralité. Et le troisième élément, il n'est pas un élément qu'il faut laisser de côté et qui est moindre, c'est cette idée en fait de continuer à tester, de se mettre dans une position où on peut de temps en temps faire des pas de côté et aller chercher des profils qu'on n'irait pas forcément chercher traditionnellement. Donc ça veut dire par exemple des profils qui sont émergents, des profils auxquels on n'aurait pas pensé. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de se dire qu'on peut se positionner finalement à avoir une relation qui est privilégiée avec des personnes qui, dans quelques années, vont potentiellement faire grandir leur notoriété et du coup la portée aussi de
de leur audience. Donc ces 3 éléments-là, c'est un peu des options qu'on se met sur la table parce qu'on a fait cet exercice et qu'on a réussi à gagner en efficacité, en efficience budgétairement. J'ai une petite question pour vous, et on peut se le faire à bras levés. Est-ce que vous êtes dans le cas potentiellement où vous avez des marques, où vous vous occupez de marques qui vont avoir beaucoup de seeding, qui vont utiliser le seeding ou les envois de colis, de mailers pour activer leur communauté? Est-ce qu'à bras levés, vous êtes dans ce cas ou pas du tout? Une personne? 2? Ok, 2, 3, 4. Ok, on n'est pas nombreux dans ce cas-là, mais la question peut se poser, ça va certainement vous intéresser, c'est de se dire, pour l'instant, on s'est parlé de collaboration avec des personnes qu'on a contractualisées, avec des budgets et des coûts qui sont associés. Qu'en est-il en fait si on fait du seeding? Est-ce qu'on peut quand même faire cet exercice d'efficacité budgétaire? La question, elle est toute simple, la réponse est toute simple, c'est de se dire qu'évidemment, on peut aussi le faire. En fait, ce qui va être différent avec le seeding, c'est qu'on va avoir un besoin de clarification qui est encore plus fort, parce que tous les éléments, si vous voulez, qui vont entrer en jeu dans le coût total, dans l'investissement, sont des éléments qui sont un peu au cas par cas. Ça dépend des équipes. Par exemple, combien coûte l'envoi de chèque cadeau, vaut mieux le savoir en interne, il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Qui s'assure du suivi et savoir si les influenceurs ont posté ensuite? Il faut savoir comment ça fonctionne en fait dans son équipe, dans son organisation. Mais les principes, si vous voulez, de cet exercice de cartographie et d'efficacité budgétaire s'appliquent évidemment aussi au seeding. 2 statistiques, juste pour terminer sur le seeding, et la deuxième qui me paraît très intéressante, 53% des marketeurs ont investi entre 10 000 et 200 000 $. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on se rend compte que c'est la hauteur de certains des investissements pour certaines marques, on comprend très bien pourquoi, évidemment. Il vaut mieux savoir répondre à la question du ROI, vaut mieux savoir pouvoir piloter en fait, ces investissements et ces budgets. Donc voilà pour le seeding. Je vais juste, je regarde rapidement sur le temps. Une dernière question, dernier point avant de passer spécifiquement au boosting. Une fois qu'on s'est dit ça, on a fait l'exercice, on a pris les choses en compte, on a établi à peu près notre point de départ et on sait qu'on veut aller vers un amoindrissement de notre CPV ou en tout cas un recul de ses coûts. Comment savoir si on est dans la bonne direction? Comment savoir si on progresse? Et là, en fait, si vous voulez, ça va être très simple. L'objectif à spend équivalent, c'est évidemment d'avoir son CPV qui descend, ou d'avoir son CPE, etc., qui descend. Une façon d'y penser autrement, c'est peut-être de se rappeler ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec ce graphique et les zones de couleurs. Si vous voulez, l'idée, c'est que progressivement, vos équipes arrivent à déplacer les influenceurs qui étaient sur les zones rouges et oranges graduellement vers les zones plutôt bleues, les zones plutôt vertes. C'est d'arriver par la force de la négociation qui sera du coup supportée par les éléments que vous aurez en main avec cet exercice. Vous serez potentiellement capable progressivement de faire descendre ses coûts par vue, ses coûts par engagement et avoir un budget qui est plus intéressant. À présent, le boosting média, c'est vraiment difficile de parler, d'avoir une session sur l'efficacité budgétaire, sur les investissements, etc. Dans l'influence marketing sans mentionner le boosting média et sans avoir un focus sur le boosting média. Aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est un peu un composant important et intégrant en fait de la stratégie influence marketing parce que évidemment on se rend compte que c'est un vecteur qui est assez porteur en termes de performance. On se rend compte que quand on investit et quand on amplifie les contenus qui sont créés par les influenceurs, on a des meilleurs résultats. Quelques avantages évidemment au boosting et à l'amplification média, c'est derrière cette question, c'est une question d'achat de riche évidemment. Donc on a l'idée d'aller chercher une plus grande portée, d'aller chercher des audiences qui sont plus qualifiées et de le faire évidemment par le truchement de l'influenceur qui va avoir une caution à la fois de sympathie, d'authenticité et qui va pouvoir influencer ses audiences.
Donc ça, c'est un peu les éléments clés, les avantages de l'amplification média quand on se parle d'influence marketing. Maintenant, quand on intègre cet élément à cet exercice d'efficacité budgétaire, comment est-ce que ça impacte finalement notre analyse? Et en fait, c'est tout simple. On va reprendre la deuxième étape dont on s'est parlé précédemment. On se rend compte que derrière le boosting, il y a des coûts en fait qu'il faut associer et pour lesquels il faut bien sûr pouvoir raconter. On a évidemment des coûts de production de contenu. Alors là, vous me dites, normalement, en production de contenu, c'est plutôt côté influenceur, etc. Oui, mais en fait, il se trouve qu'il y a de plus en plus de marques qui, pour justement s'assurer du pouvoir et de l'impact des contenus qui ensuite vont être médiatisés, vont fournir par exemple des studios, vont fournir des éléments qui vont permettre aux créateurs de contenu de créer leur contenu. Ça peut être aussi lors de shooting, ça peut être lors d'événements particuliers. Donc, dans ces moments-là, évidemment, c'est important d'une manière ou d'une autre pouvoir faire rentrer ce coût dans notre équation. Le deuxième élément, évidemment, c'est les ressources médias. Alors que ce soit des ressources qui sont internalisées ou externalisées, il faut d'une manière ou d'une autre pouvoir les faire apparaître dans notre équation. Quand on prend par exemple l'exemple de marques qui vont travailler avec des agences médias qui vont piloter les campagnes d'amplification média, comment est-ce qu'on acompte pour ce type d'investissement dans notre programme influenceur? Parce que c'est des coûts évidemment qui sont déboursés par les marques. Et le troisième élément, évidemment, c'est l'élément peut-être le plus évident, c'est quand on veut amplifier médiatiquement un contenu, il faut s'assurer d'avoir les droits d'image et évidemment aussi les licences musicales qui peuvent être utilisées le cas échéant sur les contenus. Donc ces éléments-là, il faut les intégrer dans notre équation. Et les intégrer où exactement? Il faut les intégrer tout simplement dans notre coût total, si vous voulez, dans notre bassine de coûts totaux, avec tous les autres éléments que vous voyez sur ce tableau, où en fait on se rend compte que la case boosting, derrière cette case, vous pouvez y mettre les éléments qu'on a cités, mais vous pouvez y mettre autre chose. L'importance, en fait, c'est de pouvoir l'intégrer dans notre équation, de sorte que quand on se parle ensuite d'un CPV, ou qu'on se parle d'un nombre de vues et qu'on se parle d'un investissement, on est capable d'avoir une picture qui est beaucoup plus précise et qui est beaucoup plus complète, finalement, parce qu'on a pris en compte tous les éléments, si vous voulez, de notre investissement du début à la fin. Une fois qu'on s'est dit ça, moi je pense que c'est important parce que c'est un sujet qui est un sujet intéressant, passionnant, c'est un sujet qui avance vite, qui est dynamique, et on ne peut pas en quelques minutes le parcourir entièrement. Je voulais juste vous laisser pour terminer avec cet exemple de modèle, de ce à quoi ça peut ressembler aujourd'hui pour une marque qui va faire de l'amplification média en utilisant des contenus influenceurs. Alors évidemment, on a la première étape qui est la création du contenu. Donc un influenceur qui va être contracté pour créer une campagne paid. Dans ce cas-là, on a pris l'exemple plutôt d'un client ou d'un compte qui était plutôt global, donc qui va avoir par exemple un lancement de produit global. Donc premier élément, c'est créer le contenu avec les influenceurs. Deuxième élément, on va peut-être avoir à ce moment-là une première vague de boosting, donc d'amplification média qui sera mise sur les contenus les plus engageants de la campagne. Et enfin, potentiellement, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais on peut nourrir la demande avec notamment in-store des références aux contenus que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, par exemple, on a énormément de campagnes qui sont poussées par certaines marques de beauté, et il se trouve qu'aux États-Unis, il y a des mises en avant en magasin qui font référence directement en fait à ces contenus et à ce réseau social. Quatrième étape. Pour générer une plus grande viralité, évidemment, quand on est dans le cas d'une déclinaison globale locale, on peut à ce moment-là faire intervenir les marchés locaux. Et enfin, la cinquième étape sur laquelle je veux m'arrêter un instant, et je regarde l'heure, c'est cette étape d'amplification qui est plus massive. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'avec cette seconde vague de boosting média,
on a finalement à notre disposition des offres de partenaires qu'on connaît. Là, on a pris l'exemple de TikTok, notamment avec cette nouvelle solution Out of Phone, qui permet finalement de distribuer des contenus social media, des contenus d'influenceurs directement en DOH. Donc ça veut dire que ce qu'on arrive normalement à voir sur son téléphone en scrollant, vous savez, les pubs qu'on voit souvent sur TikTok, vous pouvez les diffuser directement, j'en sais rien, sur Times Square ou sur une grande place en DOH. Et donc là, c'est vraiment presque la boucle qui est bouclée parce qu'on se rend compte qu'on est parti quand même d'un canal qui était plutôt digital, où on va aller chercher du reach, d'un achat non traditionnel, à finalement avoir beaucoup de, si vous voulez, de capillarité avec des canaux qui sont traditionnels, que peuvent être la télé, le DOH, etc., etc. Donc c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer à quoi ça peut ressembler et comment finalement l'amplification média, le boosting, est un élément évidemment essentiel à la stratégie d'influence. Très rapidement, la checklist, ce dont on s'est parlé, donc les éléments à garder en compte et bien entendu à essayer d'établir dans vos organisations, faire correspondre les KPIs aux objectifs, analyser son programme à l'aide des métriques de coût dont on a parlé, optimiser son programme aussi en essayant évidemment de progresser, de faire descendre ses CPV par exemple. Et évidemment, on est dans le cas quand même d'une organisation qui travaille avec des humains, avec des personnes. Donc on veut avoir une marge de manœuvre. On ne veut pas juste être des robots où c'est que des chiffres, que des chiffres, que des chiffres. On a une marge de manœuvre, évidemment. Le dernier point, c'est celui qu'on vient d'évoquer, c'est d'intégrer les investissements seeding, mais aussi les investissements boosting dans le calcul de notre efficacité budgétaire. Je m'arrête là et je suis désolée, j'ai dépassé un petit peu. On a quelques instants du coup pour prendre des questions si vous en avez. La parole est à vous. Alors, pour ceux qui ont des questions, levez la main, comme ça on peut vous apporter un micro pour que tout le monde vous entende bien. Soyez pas timide. Et on peut revenir sur des slides. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ma question, c'est pour faire le mapping que vous proposez, il faut déjà du coup avoir travaillé avec les influenceurs, non? Parce que nous, à chaque fois, on en prend des nouveaux. Donc c'est pour si on veut refaire des campagnes avec les mêmes, c'est ça? Alors, c'est une question très intéressante parce que c'est vraiment on est à la croisée de l'acquisition et la rétention. Évidemment, si on a déjà travaillé avec des influenceurs, la question c'est est-ce qu'on les réactive? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'étape de sélection des nouveaux influenceurs potentiellement avec lesquels on va travailler, avec lesquels on n'a jamais travaillé, c'est potentiellement de rajouter un peu ce layer de OK, quelles sont leurs statistiques aujourd'hui? Quel est le niveau d'engagement? Quel est le niveau de views? Quel est potentiellement le budget que je suis prêt à dépenser pour ces nouveaux influenceurs? Et donc on a une idée, une estimation. Évidemment, ça ne sera pas aussi précis qu'avec les influenceurs avec lesquels on travaille où on a de la donnée historique, mais on peut tout de même avoir cette approche où on intègre en fait les coûts et les performances ou les signaux de performance qu'on peut avoir aujourd'hui sur les plateformes. Et juste une question complémentaire, on peut négocier du coup? Absolument. C'est tout l'objectif. Nous, ils nous donnent un prix et puis... c'est tout l'objectif, en fait, c'est de se dire que c'est un peu un cadre de négociation. Et c'est pour ça qu'on voulait être vraiment très pratique dans cette session, c'est de se dire, OK, en théorie, on a tous ces métriques, etc., c'est ce framework, etc. Concrètement, ça veut dire quoi pour moi? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on cartographie, une fois qu'on a mappé nos influenceurs dans ces différentes zones, on peut savoir, Thierry, avec lequel on travaillait depuis 3 ans, il n'est pas si bon que ça, finalement. Il me coûte trop cher pour ce qu'il me produit. Et donc là, dans la nouvelle négociation, la nouvelle réunion que je vais avoir pour la prochaine campagne, je vais peut-être lui dire, tu sais, selon nos estimations et nos calculs, ton CPV, il est à temps. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est tant. Donc tu es plutôt au-dessus. Est-ce qu'on peut s'arranger? Évidemment, on négocie. Oui, bonjour, Hidalgo Ilek. Juste une question. Toutes les vues n'ont pas la même valeur pour une marque, intuitivement. Comment tenir compte de ça? Question très intéressante. Dans l'outil qu'on développe, donc dans le tracker, on a ce layer, si vous voulez, qui est apporté, où on peut regarder les métriques d'efficience budgétaire, donc le spend efficiency. On peut le breakdown, je suis désolée pour les anglicismes, par influenceur et par plateforme.
Donc c'est intéressant de regarder spécifiquement sur une plateforme les vues, par exemple Instagram, parce qu'on comprend que ça n'a pas forcément le même impact qu'une vue YouTube, par exemple. Donc la réponse la plus simple, c'est de se dire qu'on va différencier et segmenter en regardant potentiellement que les vues Instagram ou que les vues TikTok si on veut apporter plus de précision. Mais c'est vrai, vous avez raison, que si on regarde toutes les vues au global, on n'est pas exactement avec le même impact. Mais au-delà du média utilisé, un influenceur A peut déclencher n'importe quoi, 10% d'achat par vue et un autre qui est 1%. C'est vrai. Comment tenir compte de ça ? C'est une très bonne question et c'est là où en fait on passe à des notions plutôt d'efficience sur la conversion. Et en fait ça va dépendre de vos objectifs. Là quand on s'est parlé de métriques, on s'est dit coût par vue, coût par engagement, ça peut être un coût par clic en fait votre objectif. Et à ce moment-là, dans la colonne que vous aviez, au lieu de mettre les vues, les engagements, vous mettez les performances historiques en termes de clics si vous avez déjà travaillé sur des campagnes de conversion avec cet influenceur par exemple. Merci. J'en prie. Bonjour. Frédéric. Excusez-moi, est-ce que juste vous pouvez nous donner votre société ? ILEC, ok, parfait, super, merci. Frédéric, Paramount Pictures. Je voulais en fait rebondir sur la valeur des vues. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà parce que nous, évidemment, on vend des films, donc on est sur du branding pur, on n'a pas de conversion. Mais dans la valeur de la vidéo, il y a la vidéo, la vue par média, mais il y a surtout le temps de visionnage. Et en réalité, nous, le problème auquel on est confronté, c'est que soit on a des métriques qui sont les métriques de chacune des plateformes, qui sont du 1 seconde, du 2 secondes, du 3 secondes, où on a de la complétion à 100%, qui pareil, on sait très bien que de moins en moins les gens regardent une vidéo à 100%, mais qu'elle a quand même de la valeur. Et aujourd'hui, nous, dans des discussions avec les influenceurs, on voudrait dire, voilà, on fait un contrat, on veut une garantie de vue qui ne soit pas des vues à 2 secondes ou des vues à 1 seconde. On est incapable d'avoir ce genre de discussion parce qu'il semblerait que l'écosystème global s'en fiche. C'est-à-dire qu'on est en gros les seuls à se poser la question. Donc je me demandais, est-ce que c'est vrai qu'on est les seuls à dire qu'une vidéo de 1 seconde ou de 3 secondes, même si on essaie de la construire pour qu'il y ait un message dès le début, elle vaut souvent pas grand-chose, ou est-ce que... on ne trouve pas la solution? C'est une question super intéressante et vous avez raison de le mentionner parce que là, on est resté un peu dans notre focus en tant que marque, etc. Mais vous avez raison, on est dans un écosystème avec des partenaires, des plateformes, des agences médias qui ont chacune en fait leur intérêt aussi finalement à pouvoir afficher certains chiffres de performance. Donc, pour répondre simplement, je pense que les marques ou les organisations qui se posent ce type de questions sont évidemment dans la bonne direction. Parce qu'en fait, on affine, si vous voulez, l'analyse sur les vues, sur l'impact du contenu. Aujourd'hui, il apparaît que oui, les partenaires médias ne sont pas forcément tous à ce niveau-là. En tout cas, ne donnent pas ce type de visibilité pour piloter vos investissements vidéo. Est-ce qu'on a une dernière question? Un éclaircissement? Bon. Sinon, je vous remercie pour votre écoute attentive, votre participation.